Après avoir vu le chemin parcouru par le Japon, il est temps d'aborder son grand rival, les États-Unis. Au début du XXe siècle, le pays de l'oncle Sam était encore une jeune nation qui certes montait en puissance, mais qui ne possédait pas encore tous les attributs de celle-ci. Le pays des libertés avait souvent critiqué les puissances européennes pour leurs ambitions coloniales. Pourtant, tout comme le Japon, les Américains avaient défini l'océan Pacifique comme zone de contrôle prioritaire. Entre les deux pays, les relations étaient plutôt stables quand 8000 km d'océan les séparaient. Mais la recherche du contrôle de l'océan poussa les États-Unis à coloniser les Philippines en 1898. Cette action constitua l'élément initial dans la genèse de la guerre du Pacifique, notamment parce qu'elle rapprocha dangereusement les deux rivaux à moins de 2500 km de distance. Après 40 ans de colonisation, les Américains reconnurent le principe d'indépendance des Philippines. Et ce dernier devait être totalement indépendant durant les années 40. Cela signifie, au même titre que la guerre en Chine pour le Japon, que la simple annexion territoriale n'explique pas à elle seule la guerre. Dans le processus qui allait mener au conflit, il est indéniable de désigner le Japon comme responsable de la guerre, que ce soit pour son comportement avec la Chine ou avec les pays occidentaux. Pourtant, les États-Unis sont tout aussi fautifs, notamment à cause de leur politique de sanctions économiques qui ont contraint le Japon à enclencher une conquête de l'espace océanique pour les ressources de pétrole et de caoutchouc. Contrairement à la vision japonaise, où l'on a vu tous les événements qui ont mené à la guerre, la vision américaine se porte plus sur son état d'esprit avant l'embrasement du monde. Nous allons donc savoir quelle était la situation américaine à la veille du plus grand conflit de toute l'histoire. Dès la conquête des Philippines, les Américains ont réfléchi à sa défense, surtout face à une éventuelle invasion de celle-ci par le Japon. La question d'une base aux Philippines était d'une importance capitale pour sa défense. Il y avait 5000 miles entre Hawaï et les Philippines, ce qui obligeait la flotte du Pacifique à traverser tout l'océan en cas d'agression. Pendant plusieurs années, rien ne se produit, et la marine fit de Pearl Harbor sa base principale, tout en espérant que Guam devienne la base avancée du Pacifique. L'armée avait quant à elle construit un système de fortification dans la baie de Manille, avec comme ouvrage principal la citadelle de Corregidor. Cependant, c'est avec une grande impartialité que le Congrès refusa de donner les crédits nécessaires à la marine pour construire une base, que ce soit à Guam ou aux Philippines. Cela devait inexorablement poser des problèmes pour la défense des Philippines, puisque entre les fortifications de Manille et la base de Pearl Harbor se trouvaient toutes les anciennes positions allemandes des Mariannes et des Carolines conquises par le Japon. Elles coupaient directement la route que devait suivre la marine américaine en cas de guerre. Dans les prévisions d'une guerre, les États-Unis avaient prévu une série de plans pour faire face à toute invasion éventuelle. Le plan rouge contre la Grande-Bretagne, noir pour l'Allemagne et le plan orange pour le Japon. Ce plan avait été établi sous les auspices de la commission interarmée créée en 1903 par les ministres de la guerre et de la marine. En 1913, cet organisme éveillait la fureur de Woodrow Wilson qui voyait l'installation d'une base comme une provocation contre le Japon. La première guerre mit en pause le projet, avant de reprendre très sérieusement du service pour élaborer un plan avec les réalités du monde d'après 1918. La conclusion concernant les Philippines était inquiétante. L'archipel était condamné et les garnisons sur place n'avaient qu'un seul but, tenir le plus longtemps possible. Le plan orange, révisé en 1924, ne faisait pas mention du triste sort des Philippines. La marine devait simplement venir au secours des garnisons de l'archipel et pendant plusieurs années, le scénario orange se répéta malgré les plaintes de certains officiers qui essayaient de faire comprendre que ce plan était de la folie. Orange ne fut jamais abandonné, mais durant les années 30, il connut des restrictions, certainement à cause de la crise. Dans les écoles d'officiers, on pensait la guerre selon Orange, et les exercices avaient révélé une chose, c'est que la guerre du Pacifique serait violente et sanglante. Dans les plans de défense, l'armée et la marine avaient deux visions bien différentes.
L'armée souhaitait se retirer derrière une ligne de défense Alaska, Oahu, Panama, pendant que la marine voulait mener une guerre offensive et écraser la marine japonaise dans une bataille décisive, si en vogue durant les années 30. Ne pouvant trouver de stratégie acceptable, la commission interarmée devait se charger de résoudre le problème. Le nouveau plan prévoyait une première phase défensive, comme demandé par l'armée, pendant que la marine devait se préparer à une offensive contre les îles sous mandat japonais, avant de poursuivre leur avancée vers l'ouest pour rejoindre les Philippines. Les réalités internationales changèrent rapidement les planifications américaines. Le Japon restait un adversaire de choix, mais en vue du vent guerrier qui soufflait en Europe, la commission travailla davantage sur une éventuelle lutte contre une coalition d'ennemis, à travers une série de plans intitulés Rembo. 5 plans avaient été mis en place, dont le 5e qui allait servir de stratégie durant la guerre. Celui-ci prévoyait une alliance avec la France et la Grande-Bretagne et des opérations offensives en Europe. Expliquer en détail ces plans est une chose des plus barbantes et d'un intérêt assez limité, en sachant qu'à peine un plan rencontre la réalité du terrain, il est bien souvent anéanti. Le plus parlant est de parler de la situation de l'armée américaine avant le début des hostilités. Après la Première Guerre mondiale qui avait marqué les esprits à cause des 200 000 Américains tombés au champ d'honneur, les États-Unis réduirent, lors des années 20 et 30, les effectifs de l'armée, notamment l'armée de terre. Au temps où le président Hoover était à la Maison-Blanche, il ne voulut pas mener une politique de sanctions, de peur d'attiser la guerre avec le Japon. Et surtout, il dut faire face à la crise de 29, qui entama considérablement le budget de l'armée. L'arrivée des démocrates à la Maison-Blanche en 1933 a fait passer l'affaire japonaise au second rang, préférant d'abord s'occuper du New Deal pour sauver l'économie du pays. Néanmoins, il était impensable pour Roosevelt de laisser la Chine tomber entre les mains du Japon, surtout après un siècle d'engagement sur le marché économique chinois. Roosevelt décida de veiller sur la situation, non pas de manière agressive, mais de manière ferme. C'est-à-dire qu'il fallait aider la résistance chinoise, mais ne pas infliger de sanctions contre le Japon, car le président disait que cela conduirait à la guerre. La Grande Dépression avait rendu l'armée américaine extrêmement pauvre. Elle possédait moins de 100 000 hommes et elle était dépourvue de chars et d'une aviation moderne. Après avoir relevé le pays, grâce au New Deal, Roosevelt débloqua 250 000 $ pour construire de nouveaux navires, mais aussi donner du travail aux ouvriers sur les chantiers navals. Cependant, ce programme était loin de concurrencer le plan japonais avec plus de 150 unités construites dans la décennie. La marine américaine était de loin la mieux dotée comparée à ses homologues de l'armée de terre. Pourtant, elle était menacée d'une part par les partisans du désarmement et aussi par le traité de limitation d'armement mis en place à Washington en 1922. Réaffirmé en 1930 par le traité de Londres qui limitait le nombre d'unités maritimes pour éviter une course aux armements et une guerre, les États-Unis durent remettre rapidement de l'argent dans l'armée, surtout après l'échec en 1934 de la nouvelle conférence de désarmement qui a vu le Japon sortir du traité à cause d'un manque d'équité avec les pays occidentaux. Dès le vote de ce programme, Roosevelt dut faire face à une vague de contestation des pacifistes. Pourtant, le programme serait toujours insuffisant pour faire face au Japon. Face à la montée en puissance de l'Empire du Soleil Levant, Roosevelt dut prendre des décisions exceptionnelles. Le Sénat vota ainsi le plus grand budget pour la marine de l'histoire des États-Unis. Ce programme était le prêt à payer pour protéger le pays. Mais le peuple américain n'était pas prêt à faire la guerre, et de grandes manifestations pour la paix eurent lieu. Les pacifistes étaient présents dans le peuple américain, mais ils régnaient aussi sur la colline du Capitole. Le 12 décembre 1937, la réalité rattrapa les États-Unis. Ce jour-là, des avions japonais bombardèrent l'USS Panay, le confondant avec un navire chinois. Cet incident scandalisa les Américains, et très rapidement, Tokyo donna des excuses officielles et versa des dommages et intérêts de près de 2 millions $. Pendant que le Japon ravageait le continent chinois et que le pays devenait chaque jour un peu plus agressif, les membres du Conseil de défense des États-Unis durent reconnaître que la stratégie de défense du pays était irréaliste et durent la réorganiser. En parallèle, un programme d'1 milliard de $ fut voté pour élever la puissance navale américaine de 20% au-dessus de celle limitée par le traité de Washington. L'objectif étant d'être au niveau égal à celui du Japon d'ici 1943. Au matin du 1er septembre 1939, l'Europe plongea dans la guerre,
et le moral du président était au plus bas, contrairement au peuple américain qui croyait à 82% en la victoire alliée, et aux experts militaires assurés de voir l'armée allemande s'écraser sur les défenses belges et françaises. Au printemps 1940, ces opinions connurent un revers brutal, quand Hitler balaya les Pays-Bas, la Belgique et la France en moins de 6 semaines. Ne restait plus que les Britanniques, dont la survie paraissait douteuse. Une panique prit alors le Congrès, qui se hâta de voter un budget pour la défense de 10,5 milliards. La conscription fut approuvée pour porter l'armée de terre à près de 9 millions d'hommes, tandis qu'à la Maison-Blanche, le président parlait de constituer une force aérienne de 50 000 appareils. La marine fit savoir qu'elle devait construire toujours plus de navires de guerre. En juin, le Congrès affecta 4 milliards de dollars à des constructions navales, suivi en juillet d'une rallonge de 1,3 milliard. Ce réarmement frénétique visait surtout à protéger les États-Unis au cas où ils seraient seuls à combattre l'Axe. En vue du désastre de 1940, beaucoup croyaient à la défaite prochaine de l'Angleterre. Mais Roosevelt n'était pas de cet avis. Il demanda donc aux stratèges de fonder leur plan sur cette version. Néanmoins, le président ne souhaitait pas, en pleine période électorale, décréter la mobilisation générale de peur de perdre les élections. À défaut de pouvoir mobiliser une armée, le président prit la décision de nommer Knox et Simpson au ministère de la Guerre et de la Marine. Marshall prit la tête de l'état-major de l'armée et Stark ceux de la marine. Cette équipe d'une qualité exceptionnelle allait donc mener les États-Unis dans les terribles travers d'une guerre qui semblait imminente. Les hostilités en Europe et les ambitions japonaises poussèrent les Américains à prendre des mesures. Tout d'abord, en juillet 1939, les USA résilièrent avec l'Empire japonais un traité commercial en vigueur depuis 30 ans. Après la défaite de la France et l'arrivée de Konoye, les Américains émirent un embargo sur la ferraille, de première catégorie, et sur le carburant pour les avions. Lorsque le Japon pénétra en Indochine, l'embargo fut étendu à toutes les catégories de ferraille et sur tous les types de carburant, ce qui gêna considérablement l'industrie japonaise. En réponse, le Japon signa avec l'Allemagne et l'Italie le pacte tripartite pour se soutenir mutuellement en cas d'agression. Aux États-Unis, la marine, comme l'armée, était de plus en plus inquiète par l'absence d'un consensus sur la stratégie à suivre en cas de guerre. Stark établit 4 plans, dont le 4e qui prévoyait de mener une offensive dans l'Atlantique et de mener une guerre défensive face au Japon. Ce plan fut accepté et la marine allait se retrouver avec une flotte mal équilibrée. Pourtant, le 16 juin 1940, le Congrès vota le Naval Expansion Bill pour que la flotte américaine passe de 1 550 000 à 1 700 000 tonnes. Mais en vue de la situation désastreuse en Europe et de la menace japonaise, un nouveau programme, dit des 2 océans, fut signé le 9 septembre pour qu'il porte la flotte à 3 millions de tonnes. Le seul problème était que les premières unités ne sortiraient qu'en 1942. Le 16 septembre, le Congrès vota la loi de recrutement, le Select Service Act, qui s'appliquait à 16 millions de citoyens. Mais cette loi, comme celle de la conscription de 1939, n'allait pas donner du jour au lendemain une armée moderne aux États-Unis, surtout que la cession de matériel aux Britanniques ne facilitait pas sa mise à pied. À titre d'exemple, le 17 septembre 1940, il n'y avait pas plus de 56 forteresses volantes en état de fonctionnement. Sachant la faiblesse de son armée, mais aussi pour des raisons éthiques, le président ne pouvait ouvrir les hostilités, surtout que le pacte tripartite renforçait cette situation, car en cas d'agression du Japon, l'Italie et l'Allemagne déclareraient la guerre aux États-Unis, ce qui n'était pas souhaitable. Les relations entre Berlin et Washington se détériorèrent, sans pour autant aller jusqu'à la guerre. Malgré l'aide américaine pour les Britanniques, le Führer avait ordonné à ses U-boats de ne pas s'attaquer aux bâtiments américains. Cette attitude exposait grandement les sous-marins de Dönitz, et cela ne pouvait que convaincre Roosevelt qu'il pouvait tout tenter en faveur du Royaume-Uni. Winston Churchill ne demandait d'ailleurs pas au président américain de se jeter dans la bataille. Il souhaitait juste obtenir le maximum de matériel grâce à la loi Preble pour continuer la lutte. Lorsque les dirigeants des États-Unis et les Britanniques se réunirent en janvier 1941, l'Europe fut considérée comme le théâtre d'opération principal. Pour la question de l'Orient, les Britanniques avaient presque plus à perdre que les Américains, à cause des colonies. Singapour, pour les Anglais, était la clé de voûte de la défense du Pacifique, mais pour les Américains, la défense de la zone passait par une action offensive sur les positions japonaises. Il était hors de question de verser du sang américain pour l'Empire britannique.
Mais les États-Unis finirent par accepter de transférer une partie de la flotte dans l'Atlantique, ce qui devait permettre aux Britanniques d'envoyer des bâtiments défendre Singapour. Au cours de l'année, la marine américaine, qui assurait la protection des convois, connurent quelques incidents avec les U-boats allemands. Le premier eut lieu le 5 septembre 1941, quand le U-652 torpilla le destroyer Greer, qui réussit à esquiver les torpilles. Puis, ce fut le Reuben James qui coula le 17 octobre, entraînant 125 hommes avec lui. Cet incident n'était pas pour déplaire à Roosevelt, mais quelques navires perdus ne suffiraient pas à convaincre le Sénat d'entrer en guerre. Il fallait un élément bien plus impressionnant. Cette présentation centrée sur les États-Unis se concentre surtout sur l'état d'esprit américain et sur sa puissance militaire. Si on veut résumer la chose, il y avait deux types d'Américains, les isolationnistes qui ne voulaient pas entendre parler du reste du monde et les interventionnistes, comme Roosevelt qui avait compris que pour protéger les intérêts américains, il fallait intervenir dans cette guerre. Le paradoxe est que c'est la politique directe des États-Unis qui ont plongé le pays dans la guerre. Les isolationnistes auraient pu empêcher le président de couper les vivres au Japon, mais Roosevelt ne se gêna pas pour exercer son pouvoir au niveau international. Les agressions successives du Japon ne pouvaient plus être acceptées. Lorsque celui-ci envahit l'Indochine, Roosevelt coupa l'envoi de toute ressource stratégique, y compris le pétrole. Cette action était le prélude à la guerre. Du point de vue américain, le Japon était le pays lointain et arriéré, qui jamais aurait le courage d'attaquer le grand pays américain. Vision peut-être partagée par un grand nombre de citoyens des États-Unis. Mais dans les hautes sphères de la politique américaine, on savait que la situation était dramatique. Le 26 novembre, Hull remit une note à Nomura. Elle faisait suite à la proposition de Tokyo de retirer ses troupes d'Indochine en échange d'une levée des sanctions économiques. La réponse indiquait que si le Japon voulait recevoir des ressources américaines, il fallait qu'elle évacue l'Indochine, mais aussi l'intégralité de la Chine. Cette réponse, aussi intransigeante soit-elle, consterna le diplomate. Nomura prévenut alors Hull que cette réponse allait mener à une sécession des négociations, car la recherche d'un compromis avait été poussée aussi loin que possible. C'est ainsi que Nomura rentra à Tokyo, avec cette lettre considérée comme un ultimatum. Sa mission pour sauver la paix avait donc échoué. Le Japon, face à cette décision, ne pouvait que répondre par la guerre. Chacun des deux pays avec l'influence des belligérants sont donc tous deux responsables du cataclysme qui allait se produire dans le Pacifique.